Les États-Unis ont annoncé ce lundi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant d'1 milliard de dollars. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombarder la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce complexe a été attaqué 2 fois en moins de 24 heures. La frontière entre Israël et la bande de Gaza a rouvert ce lundi, au lendemain d'une trêve entre le djihad islamique et l'État hébreu. Son gouvernement est au pied du mur. Le Premier ministre grec fustige les renseignements, mais dément être à l'origine des mises sur écoute de 2 journalistes et d'un leader d'opposition. Bien que seule sur le terrain, l'Ukraine peut compter sur le soutien de ses alliés. Le Pentagone a annoncé ce lundi une nouvelle aide militaire à Kiev d'un montant d'1 milliard de dollars. Ce soutien porte à 9,8 milliards de dollars le montant total de l'aide militaire des États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Nous travaillons pour répondre aux demandes prioritaires en matière de sécurité de l'Ukraine, en fournissant notamment des armes lorsqu'elles sont disponibles ou en facilitant la livraison d'armes fournies par les alliés lorsque leurs systèmes répondent mieux aux besoins de Kiev. Sur le terrain, les forces russes continuent de bombarder les villes ukrainiennes. L'une de leurs dernières frappes a effrayé la population à Kramatorsk. Nous étions en train de dormir et à 2 heures la nuit, il y a eu une grosse explosion. Un missile est tombé ici, toutes les fenêtres se sont brisées. Nous sommes sortis dans la rue et nous avons vu un grand trou dans le jardin. Nous avions un potager ici et parfois on discutait entre amis dans ce petit jardin, mais il ne reste plus rien de tout ça. Pendant ce temps, les Nations Unies ont annoncé lundi une augmentation majeure de leur appel d'urgence pour l'aide humanitaire à l'Ukraine, estimant les besoins à 4,3 milliards de dollars entre mars et la fin de l'année. Pour l'hiver à venir, la situation va se détériorer étant donné que davantage de personnes seront déplacées dans des zones où l'accès au gaz, au carburant ou à l'électricité sera limité. Moscou continue d'accuser l'armée ukrainienne de crimes contre les civils. Selon les autorités séparatistes à Donetsk, 2 personnes seraient mortes et 5 autres blessées dans une attaque ukrainienne. En votre présence, j'ai signé un décret pour travailler sur la question de l'organisation d'un référendum sur la réunification de la région de Zaporijia avec la Fédération de Russie. Zaporijia sera-t-elle bientôt une province russe? C'est du moins ce qu'essaie de mettre en œuvre Moscou dans ce territoire ukrainien occupé, en lançant officiellement les préparatifs au référendum sur son rattachement à la Russie. Une limite infranchissable pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plus tôt dans la journée, celui-ci avait averti que les négociations de paix avec la Russie seraient impossibles si de tels scrutins étaient bel et bien organisés. Une annonce faite alors que Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de bombarder la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les Russes depuis le 14 mars dernier. L'Europe et les États-Unis réclament l'arrêt immédiat des combats. Les combats près de centrales nucléaires sont dangereux et nous appelons la Russie à cesser toute opération militaire à destination ou à proximité des installations nucléaires ukrainiennes et à rendre le contrôle total à l'Ukraine. Pour notre part, nous continuons d'appuyer les efforts de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour remplir son mandat de garantie technique et pour aider l'Ukraine à mettre en œuvre des mesures de sécurité nucléaire dans certaines parties des installations. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande que les inspecteurs aient accès à la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce complexe énergétique, l'un des plus grands d'Europe, a été bombardé 2 fois en moins de 24 heures. Son visage et sa pancarte anti-guerre ont fait le tour du monde. La journaliste russe Marina Ovsianikova à nouveau devant la justice. Après une première condamnation en juillet, le tribunal administratif de Moscou l'a reconnue coupable d'avoir discrédité l'armée russe dans des messages publiés sur Facebook. 40 000 roubles d'amende, soit environ 610 €. Ces 2 condamnations à 6 mois d'intervalle ouvrent la voie à une affaire au pénal avec des poursuites judiciaires qui pourraient être bien plus conséquentes. Pour la diffusion de fausses informations, les journalistes en Russie peuvent être condamnés jusqu'à 15 ans de prison. Après avoir travaillé plusieurs mois à l'étranger pendant son exil, elle avait annoncé début juillet être rentrée en Russie pour régler un contentieux lié à la garde de ses enfants. Après 5 jours de blocage, des camions de carburant autorisés à entrer dans la bande de Gaza.
Une première depuis que les points de passage avec Israël ont été fermés la semaine dernière et ont ralenti entre autres la livraison de carburant nécessaire pour alimenter la seule centrale électrique de Gaza qui a pu reprendre ses activités ce lundi. Après une flambée des violences entre l'État hébreu et le territoire occupé, une trêve négociée par l'Égypte est entrée en vigueur hier soir. 44 Palestiniens, dont 15 enfants, ont été tués et 360 autres blessés, d'après les autorités. De son côté, Israël affirme que certains de ces Palestiniens auraient péri à cause de tirs de roquettes ratés depuis Gaza. Nous avons reçu la nouvelle du cessez-le-feu avec joie et bonheur. Nous voulions retourner à notre travail et nous ne voulions plus d'effusion de sang. Dieu merci, nous avons rouvert les portes de nos magasins. L'État hébreu présente ses frappes contre Gaza comme une attaque préventive contre le djihad islamique et affirme avoir tué plusieurs chefs et combattants du groupe. Israël fait état de 3 blessés depuis vendredi et affirme que des centaines de roquettes ont été tirées à partir de Gaza. Ce n'est pas bien d'être à nouveau dans la même situation, même si ici à Tel Aviv nous l'avons moins ressenti. C'est principalement dans le sud, mais c'est frustrant pour les deux parties, c'est certain. Espérons que ce sera calme le plus rapidement et le plus longtemps possible. Juste après l'entrée en vigueur de la trêve, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des raids en réponse à des tirs de roquettes, avant de se rétracter et d'annoncer les avoir menés 5 minutes avant le début du cessez-le-feu. Son nom secoue le gouvernement grec. Predator, un logiciel espion au cœur d'un scandale d'État. D'abord pour la mise sur écoute de 2 journalistes que le gouvernement grec avait tenté de minimiser. Mais l'affaire se corse quand le leader socialiste Nikos Androulakis révèle à son tour avoir été ciblé. Après avoir botté en touche, le Premier ministre reconnaît à demi-mot une erreur. Le service national du renseignement a sous-estimé la dimension politique de ces faits. Ils sont acceptables sur la forme, mais politiquement inacceptables. Cette surveillance a peut-être respecté la loi, mais elle était erronée. Je n'avais aucune connaissance de ceci, et si c'était le cas, je ne l'aurais jamais permis. Pourtant, il avait placé les services de renseignement directement sous son égide peu de temps après son élection. Depuis les révélations, les démissions s'enchaînent. Un journal d'investigation a fait le lien entre l'un des directeurs de la société qui commercialise le logiciel espion en question et le secrétaire général du Premier ministre. Son départ sera suivi de près par celui du chef des renseignements. Il a reconnu la mise sous écoute des journalistes, mais nie toujours celle du politicien. C'est un bout d'histoire qui se révèle petit à petit au public. Au large de Saint-Malo, ces ambres, petit îlot rocheux et isolé, attirent toujours plus de curieux et leur proposent une promenade surprenante entre espaces naturels protégés et canons allemands rouillés. C'est vrai qu'on ne s'y attend pas. Nous, on ne s'était pas renseigné sur l'île avant d'arriver. Et c'est vrai qu'on a commencé par se dire quelle jolie plage on a ici. Et puis on ne s'attendait pas à trouver ça derrière, c'est vrai. Il y a un contraste, oui. Moi, quand je suis arrivée là, je me suis dit, ouais, c'est un lagon. Enfin, voilà, l'eau est magnifique, le sable blanc, le sable fin. Et puis derrière, comme vous dites, tout ça, on imagine tous les dégâts que ça a fait. Hein. C'est ici qu'en août 1944, les troupes allemandes se retranchent pour résister à l'avancée des Alliés. Pendant 3 semaines, les 400 soldats installés dans les blocos vont vivre un enfer. Une fois que Saint-Malo a été libéré, les Anglais et les Américains ont commencé à bombarder ces ambres. Alors c'est venu de la terre, c'est venu de l'air, c'est venu également de cuirassés. Vraiment, ces ambres ont été bombardés. On dit qu'au mètre carré, c'est le plus grand nombre de bombardements de tous les théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Au total, plus de 20 000 bombes ont été larguées sur l'île, certaines au phosphore et au napalm. Propriété de l'armée française pendant plus de 80 ans, ces ambres est restée à l'abandon. Mais depuis 2018, plusieurs zones sont déminées et dépolluées pour accueillir à nouveau les visiteurs. Sur quelques hectares, ces ambres offrent à la fois un cours d'histoire, un instant de beauté et une leçon de vie. Car la nature finit toujours par reprendre ses droits. Elle a formé un couple mythique avec John Travolta dans un des films cultes des années 1980. L'actrice et chanteuse anglo-australienne Olivia Newton-John, alias Sandy Olson dans le film Grease, est morte ce lundi.
À son actif, une dizaine de films, une quarantaine d'albums disco et pop dont l'incontournable Physical en 1981 et des centaines de concerts donnés à travers la planète. Mais aussi son engagement inébranlable à la lutte contre le cancer du sein, une maladie contre laquelle elle a lutté pendant près de 30 ans et qu'il a emportée à l'âge de 73 ans.